Bonjour. Bonjour à tous. Mais en plus, il y a plein de staff. Pourquoi il y a du staff? Non, mais c'est pour remplir la salle, c'est pour faire c'est pour remplir, on fait du factice, quoi. Ben voilà, comme d'hab, on est là, on va répondre à des questions, si vous avez des questions. Aucun tabou, aucun sujet à éviter, c'est vous qui choisissez, et c'est parti. Non, pas toi. On n'a dit pas le staff. On fait même poser les questions au staff, c'est un truc. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Parce qu'en fait, on a du staff qui sont aussi des youtubeurs et qui filment en plus pendant qu'ils font le staff pour montrer l'intérieur des coulisses. Donc moi je suis Sébastien Laurent, je suis l'organisateur du festival et donc le gérant de la société Calme-toi Organisation. Et Christophe Claudin qui est donc mon bras droit, mon régisseur, l'assistant de direction, il est tout. En fait, c'est les MacGyver du... Je fais aussi le café. Il fait aussi le café. Quoi. Et la bonne humeur. Oh, ça c'est pour tout le monde. Ça c'est parce que tu le connais pas bien encore. Hein. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, il y a vraiment... voilà, ce qu'on a mangé hier, tout ça, pas de problème. Hein. Pas ce qu'on a bu. On est totalement transparent sur tout. Moi j'ai une question parce que c'est la première fois que vous faites une convention dans ces lieux. Vous me disiez, est-ce qu'il y a une organisation différente? Comment vous avez entendu parler de ce lieu? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette convention ici et pas dans un endroit dédié comme au Diagora pour ce qui est prévu? Qu'est-ce qui a fait que la convention se passe ici? Alors, qu'est-ce qui a fait que la convention se fasse ici? On n'a pas caché, nous, l'année dernière, qu'on était en danger avec la société, puisqu'en fait, moi, comme vous le savez, j'avais une autre société avant que j'ai vendue, il y a plus de 2 ans et demi maintenant. J'ai tout réinvesti dans ma nouvelle société, donc Calme-toi Organisation, pour créer les salons Popcorn. Quand on a voulu créer les salons Popcorn, dans le contrat de vente que j'ai fait quand j'ai vendu mes parts, je n'avais plus le droit de travailler donc, sur Toulouse jusqu'au 31 décembre 2020, hormis à Diagora. Voilà, Diagora, c'était quelque chose que j'ai racheté, en fait, que j'ai gardé, en fait, en vendant mes parts, tout simplement. Du coup, on était parti, comme pour la première année, à la base, de faire un popcorn à Diagora. On a fait un super salon, on a mis des investissements, on est reparti de zéro, hein, parce qu'on n'avait plus rien du tout. On a fait racheter tout le matériel, refaire tout ce que la signalétique, a fait tous les panneaux, les visuels, a fait repartir de zéro. Quoi. Le salon a fait un peu plus de 10 000 entrées l'année dernière à Diagora, ce qui était bien, hein, c'est typiquement le genre de jauge que nous on aime bien en termes de taille, mais malheureusement ça n'a pas suffi à couvrir l'intégralité des frais. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai vendu, toute transparence, hein, ma société 200 000 €, j'ai réinvesti 200 000 €, j'ai pris 0 € pour moi, hein. J'ai tout réinvesti dans la société. Et j'ai tout reperdu de suite, forcément, parce que ça m'a coûté plus cher que ce que j'avais investi. Donc on a été en grand danger vis-à-vis de cela. Et du coup, il a fallu préparer comment on allait, soit on allait arrêter la société tout simplement et on arrêtait Popcorn, soit on essayait de trouver des solutions alternatives pour pouvoir le maintenir. La solution alternative a été de négocier avec Diagora le coût de location de l'espace. Et malheureusement, dans un premier temps, ça a été accepté. Et dans un second temps, on nous a fait comprendre, vis-à-vis de la crise et tout ce qu'on a traversé que tout le monde a souffert, toutes les sociétés, que malheureusement, ils n'allaient pas pouvoir aller au-delà d'un certain point. Et nous, ce point-là n'était pas viable pour nous. Donc on était parti pour arrêter la société tout simplement. Et le karma, on va dire, la société qui gère ce lieu s'appelle Miharu, ici, là, le Manoir du Prince. Et Miharu, en fait, cette société appartient à monsieur et madame Renac, qui étaient les patrons de Diagora à l'époque où on a créé le TGS. On a entretenu de très bonnes relations, ils ont développé eux leur société et ils ont divers lieux, ils ont le Mas des Canelles à Toulouse, ils ont des lieux à Agen, à Narbonne aussi, c'est eux qui font de la cogestion du parc à Narbonne. Et donc quand ils ont su qu'on était en danger, qu'on allait arrêter, ils nous ont appelés et ils nous ont dit on va faire ça au Manoir du Prince. On est venu voir, on a dit c'est petit dedans. C'est petit dedans. On a dit oui, dedans c'est petit, c'est sûr. Par contre, on peut utiliser beaucoup d'extérieur et nous on vous garantit par contrat le beau temps. Non, enfin, pas tout à fait, mais en septembre ils nous ont dit il fait toujours très beau, on a rarement de problèmes d'intempéries, il faut faire des salons. Donc vraiment, si vous travaillez sur de l'extérieur avec des chapiteaux, des barnums, il y a moyen de faire quelque chose.
Et du coup, voilà comment c'est parti. Ils nous ont vraiment accompagnés pour mettre en place le projet. Nous, quand on est arrivé ici, on était fous, quoi. Parce que moi, je suis un cosplayer à mes heures perdues. Quand j'ai vu le cadre ici pour faire des photos, enfin, j'ai dit, mais ça va être trop bien, quoi. Et donc, on est tombé amoureux du lieu et on a dit, bon, on y va, c'est parti. Et si le reste de la question, c'est est-ce que vous allez le faire chaque année ici? Oui. Oui. On peut encore agrandir des choses, on peut encore faire pas mal de choses, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est que si on fait je croise les doigts, qu'on arrive à faire que le salon se passe bien encore aujourd'hui, on pourra peut-être continuer, et donc on continuera à faire des événements, et pas que celui-là, sur le Manoir du Prince. On a déjà prévu plusieurs événements, d'ailleurs si vous avez regardé un petit peu le guide, il y a un petit quelque chose en bas qui annonce un événement Harry Potter qui se fera donc ici, au mois de mars. Et on a encore d'autres choses à annoncer qui se feront ici. Toujours dans l'univers geek. Voilà. J'ai parlé beaucoup. Une question pour lui maintenant. Bonjour. Une question sur le pass VIP. Donc cette année, il inclut les dédicaces et les photos. Je voulais savoir est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que ça va être pérenne. Ouais, alors tu vas peut-être répondre sur une partie. Alors c'est pas forcément un coup de com' ou quoi que ce soit, ça a un coût, clairement. Mais après, quand on fait venir un invité, de base, l'invité, il a un coût. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, on va expliquer rapidement comment ça marche quand on fait venir des invités. Les invités, il y a une garantie financière, ce qu'on appelle une garantie financière. C'est-à-dire que l'invité, on lui dit, ben voilà, tu viens, on te prend en charge l'hébergement, le déplacement, etc. Et on te garantit que tu vas vendre au moins telle quantité de photos, de dédicaces, etc. Une somme en euros, ça peut aller de 500 € pour des petits invités jusqu'à des milliers, voire des centaines de milliers d'euros pour de très gros invités. Et donc tu lui garantis cette somme-là. C'est-à-dire que s'il vient qu'il ne vend rien, tu lui payes cette somme-là. Tout ce qu'il vend en photo et en dédicace, et ça réduit la différence. Et si on dépasse la somme qui est prévue, ben on se partage sur un pourcentage qu'on définit, ce qu'on vend en plus. Donc le principe, c'est que nous, cette somme-là, on la paye quand même. L'invité, il vient, tu fais venir Giulio Rizzi, il ne signe pas du week-end, on lui paye quand même cette garantie. Donc plutôt que de lui donner cet argent, mais autant intégrer au billet VIP cette prestation-là. Donc oui, c'est un coût pour nous, mais le coût, il y est déjà. Donc c'est quelque chose qu'on refera, alors peut-être sur une forme différente, peut-être autrement, mais oui, enfin arrête-moi si je dis une connerie, mais on réintégrera sans doute des prestats dans les billets VIP. Puisque cette somme-là, de toute façon, elle nous coûte et on la paye. Et autant en faire profiter les VIP. Voilà. Donc peut-être pas photo dédicace pour tous les invités à chaque fois. On verra, ça dépend. Après, ça dépend aussi des contrats avec les invités, etc. Mais c'est quelque chose qu'on refera. Donc oui, c'est un coup de com' pour vendre du billet VIP, effectivement. Mais c'est aussi, nous, une charge qu'on a financière que de toute façon, on doit la payer. Autant vous en faire profiter. Dans ce cas-là, le prix du pass VIP ne risque pas d'augmenter? Non. Non, c'est pas... Il est à 100 €. Je signe, il ne montera pas. Voilà. Enfin, c'est déjà une somme, on est conscient, conséquente. C'est pour ça aussi, on a eu la chance, notre prestataire a intégré très récemment un module de paiement en plusieurs fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les billets VIP, entre autres, vous pouvez les payer en plusieurs fois en ligne. Parce qu'on l'a vu un peu tard, donc les échéances étaient un peu courtes. La nouveauté est arrivée un peu tard chez notre prestat. Mais donc maintenant, sur tous nos événements, sur les billets VIP, vous pourrez les payer en 3 fois, je crois. Et étalé quand même assez long, donc ça peut être intéressant. Et on ne montera pas le prix du billet VIP. N'hésitez pas. Allez, suivant. C'est pour qui? Qui c'est qui se lance? Le numéro du loto. Moi, je voulais savoir par rapport aux exposants, c'est vous qui les contactez ou c'est eux qui vous contactent? Un peu les deux. Par Alors, exemple, on n'a pas vu de stand de manga ou de BD. Des fois, il y en a sur le TGS. ouais. Et là, je ne vois pas, il n'y en a pas. En fait, c'est compliqué. Un salon, c'est une alchimie entre plusieurs choses. Entre des exposants associatifs, des exposants professionnels et des exposants jeunes créateurs. Donc, on en connaît beaucoup parce que bon, ça fait maintenant quasiment 40 salons qu'on organise et on est en contact régulièrement avec des exposants via des newsletters, via un coup de fil de temps en temps, un SMS. On en découvre certains, des fois, on passe quelque part, on dit tiens, il y a eu un mec qui a posté ça là et ça nous intéresserait, on lui envoie un petit message. Mais généralement, en fait, l'exposant, en fait, la vous dites pareil, il n'y a pas de vendeur de manga à la base. Très clairement, je vous le dis, on n'a pas été démarché des gens. On n'avait pas suffisamment de place au Manoir du Prince pour cette édition pour caler
d'autres exposants professionnels supplémentaires sans avoir à dégager des assos. Et l'idée, c'était pas ça, quoi. L'idée, c'était de se dire, il y a des assos qui ont travaillé depuis des années et des années, qui n'ont pas forcément beaucoup de place, qu'on connaît un petit peu plus avec les barnums. Normalement, ils ont 6 mètres, ils ont 9 mètres, du coup, puisque les barnums sont carrés. Mais du coup, l'idée, c'était quand même de garder toute une proportion, parce que c'est ça l'idée du festival, c'est de faire découvrir des associations et partager un peu partager les passions. C'est bien comme pop-up, mais après sur le TGS, du coup, parce que c'est vrai que les premières années, il y en avait pas mal. Et plus ça va, moins il y en a. Il n'y a plus que Gilbert Joseph qui fait, et du coup, c'est dommage. Non, mais c'est pas nous le DGSC, par contre. Hein. Oui, je sais, mais du coup, c'était parce qu'avant, comme c'est vous qui le gériez, peut-être que vous avez gardé ses partenaires. Ou je sais pas. Ah, pas du tout. Ah, non, non. Alors, nous, on n'impose rien du tout à nos exposants. Nos exposants, ce sont des gens comme vous et nous, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'aller sur des salons, des festivals. Donc, ils vont là où ils veulent. Il n'y a pas de pénalité, d'obligation, comment on appelle ça, d'exclusivité. Ça n'existe pas. On le fait en termes d'exclusivité sur certaines choses. Quand il y a vraiment un truc très spécifique. Par exemple, quand on fait venir un mec qui fait des churros, on ne va pas faire venir 10 vendeurs de churros. Voilà. C'est pour ça que si vous regardez un petit peu, il y a quand même pas mal de restaurations sur place. On en a refusé le triple. Et si vous regardez bien, ils ne font pas quand même tous tout à fait la même chose, quoi. On essaie de varier un petit peu. Voilà, il faut que tout le monde puisse travailler, surtout que chaque visiteur, parce qu'on se dit s'il y a une famille qui vient, les enfants, les onimigiri sont à fond dessus, les takoyaki. Les parents, ils préfèrent manger peut-être un truc plus sympa, un wrap au poulet, un peu travaillé, du gers, voilà, que du takoyaki, quoi. Mais ça marche pour les exposants, voilà. C'est des exclus qu'on peut faire sur certains petits trucs, mais en aucun cas on leur dit vous venez chez nous, vous n'allez pas ailleurs, hein. Ça n'existe pas, ça, hein. Ça fait partie des légendes urbaines. Non, vous auriez pu garder quelques partenaires. Mais... Après, les contacts, on les a gardés de certains exposants. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers de la vente du manga et de la BD est quand même très en crise de manière générale, c'est très compliqué. Et on avait des exposants historiques qui venaient, qui prenaient des stands énormes au TGS, ou même qui ont pris des gros stands chez nous, qui ont beaucoup de mal à continuer à vivre et à exploiter. En plus, dans le contexte actuel, c'est encore plus compliqué. Et donc, il y a des boutiques qui venaient qui n'existent plus. Donc c'est aussi pour ça peut-être que sur d'autres salons vous voyez moins de vendeurs de BD, de manga d'occasion, etc. C'est un univers qui souffre beaucoup, et même les librairies en ligne, vous n'avez plus beaucoup de librairies indépendantes, et voilà, on va pas taper sur les géants qui vendent en ligne, mais ça leur a fait beaucoup de mal. Donc on avait des exposants, des gens avec qui on avait des contacts depuis très longtemps, qui ont fermé leur société, qui font autre chose, ou qui ont énormément réduit, qui n'étaient pas sur Toulouse. Donc quand ils viennent, amener des bouquins, ça pèse vite plusieurs tonnes, donc c'est compliqué, il faut affréter des palettes, etc. Ça coûte très cher, ça fait une grosse logistique à stocker, donc on a des exposants qui soit font plus que des salons autour de chez eux, soit ont carrément arrêté parce qu'ils n'ont pas réussi financièrement à continuer. Et on en connaît quelques-uns avec qui ont travaillé depuis longtemps qui n'existent plus. Oui, bon. C'est pas limité. Question sur l'avenir. Bon, pour que ça puisse continuer à fonctionner, je suppose qu'il va falloir qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir concilier le fait de garder une taille plus ou moins réduite, pas devenir un gros salon comme la Japan Expo, et le fait de pouvoir toujours attirer du monde? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je peux vous répondre que c'est une question d'ego peut-être au départ, où on commence petit, on a envie de grossir, d'être le maître du monde. Non, moi j'ai plus envie. Enfin, j'ai fait des salons à 60 000 visiteurs. J'ai malheureusement, et c'est pour ça que je suis principalement partie de la société, c'est qu'on ne maîtrise plus rien du tout. On ne maîtrise plus rien du tout. 60 000 visiteurs, il y a trop de contraintes pour pouvoir profiter, programmer suffisamment de contenu pour que ça soit intéressant et qualitatif. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Donc l'avenir de Popcorn, c'est quoi? C'est pas de devenir un gros salon. Franchement, si on arrivait à faire 6000 visiteurs sur 2 jours, ça suffit amplement pour que le salon soit rentable et pour que les exposants travaillent. Là, nous, on a fait un petit tour hier au niveau des exposants. On se pose la question, on se dit, il y a beaucoup moins de monde que sur de gros salons, est-ce que ça marche? Et tous nous ont dit, si demain on fait pareil, c'est bien. Hein. Voilà. Parce que, pourquoi? Il y a moins de concurrence. Si vous avez un stand de katana pour 6000 personnes, c'est pareil que si vous en avez 10 pour 60 000. Donc du coup, forcément, la taille de l'événement, c'est pas quelque chose de... Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse le faire vivre, que ça soit
rentabiliser. C'est-à-dire qu'il faut que ça ne coûte pas d'argent et que ça nous en fasse gagner un petit peu pour qu'on puisse se rémunérer et pour pouvoir continuer à avancer pour faire d'autres projets, quoi, en fait. En termes de visiteurs, là on a volontairement limité à 3000 parce que c'est le lieu, on ne le connaît pas, c'était une première année, on n'avait surtout pas envie que ça devienne quelque chose où tout le monde est compressé. On pourrait monter un petit peu si on voulait, mais j'ai pas envie de faire un salon de plus de 5000 visiteurs, ça c'est clairement quelque chose qui me... Moi 3000 visiteurs par jour ça me suffit et je n'ai plus envie de faire des salons de 10 000 visiteurs, 15 000, 20 000. Donc si votre question c'est est-ce que vous allez commencer comme ça, c'est sympa et vous allez redevenir un gros truc derrière, non, non, ça non. Comment on se renouvelle? Eh bien, regardez un petit peu les invités qu'on fait venir. Alors, Sylvester McCoy était déjà venu il y a quelques années quand on était chez TGS, on l'avait fait venir. Il n'avait pas pu venir l'année dernière à Narbonne, donc on avait trouvé que c'était une bonne opportunité, puisqu'on ne pouvait pas faire venir n'importe qui de n'importe quel pays avec la période Covid. Et par contre, on vous fait découvrir Giulio Brizzi, qui est un acteur qui joue dans une toute nouvelle série qui n'a pas encore véritablement d'audience. Mais notre travail, c'est ça aussi, c'est de vous faire découvrir des nouveaux trucs, quoi, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des photos, et puis qui vont dire « Ah ben, dans le pass VIP, clairement, on ne le connaît pas, mais on a la place, on prend la photo, et dans la semaine, ils vont regarder qui c'est. Ils vont dire « Attends, on va regarder la série. » Et nous, on est contents si on arrive à faire découvrir des trucs comme ça, quoi, en fait. Donc on essaie de renouveler un petit peu, avec des nouveautés, des nouvelles personnalités. On garde quand même des bases, parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Hein. Patrick Borg, Brigitte Lecordier, voilà, quoi. Donc c'est un peu compliqué, quoi. On les évite pas, ils viennent quand même. Hein. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'on s'entend super bien. Et même eux nous disent des fois, est-ce que ça fait pas trop quand on revient chaque année on leur dit, mais non, mais les gens, ils vous voient une fois par an. Une fois par an, est-ce que ça fait beaucoup? Je sais pas, moi, si... imaginez, voilà, la personne que vous aimez beaucoup, vous la voyez une fois, 2 jours dans l'année. Si elle revient l'année d'après, vous n'êtes pas mécontent de la revoir. Là où il ne faut pas tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire de garder tout le temps que les mêmes, parce que sinon, on ne se renouvelle pas, quoi. En fait, ça ronronne, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite partie solide et une partie qui sera plus en mouvement avec des ajouts. Des fois, ça marchera, des fois, ça ne marchera pas. Mais on essaiera chaque fois de renouveler un peu, d'ajouter un petit truc. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Du coup, pas de super grosses invités. Ça dépend. Là, actuellement, on n'a pas les capacités, les reins assez solides pour signer des contrats à 100 000 ou 200 000 euros. C'est pas possible. Donc là, il faut qu'on fasse très attention, quand on fait venir un invité, que la garantie financière ne soit pas exorbitante. On pourrait faire venir un Marc Hamill, mais si on fait venir un Marc Hamill, c'est une garantie financière de plusieurs, je crois que c'est 200 ou 250 000 euros de garantie financière. Ça veut dire que l'autographe, il n'est pas vendu 30 euros. Hein. Il est vendu, généralement, pour Marc Hamill, c'est entre 180 et 250 euros l'autographe. Donc c'est vraiment ça, hein. Si vous allez dans les grosses conventions Star Wars qui se font en Angleterre ou aux États-Unis, c'est vraiment ce type de tarif que vous avez quand vous avez ce genre d'invité. Alors ça fait plaisir à quelques-uns et certains vont faire les gestes. Mais l'idée, est-ce qu'on a envie de devenir un truc élitiste à ce point-là? Non, on essaiera toujours d'arriver à quelque chose de... Après, on n'est jamais à l'abri d'une... Voilà, de dire, bon, ben là, on prend le risque de... Mais il ne faut pas qu'on soit, surtout dans la période où on est, qu'on soit trop prétentieux sur le fait qu'on puisse faire venir un gros nom et qu'en fait on n'amortisse pas du tout et qu'on ferme derrière. Voilà. Mais on ne se l'interdit pas, quoi. Ouais, et après une problématique sur ces gros invités aussi, ce que dit Seb, sur payer 150, 200, 250 euros sur une dédicace, c'est quelque chose qui en France se fait pas, se fait très peu. On n'a pas cette culture-là que tu vas voir à Londres sur des grosses conventions où tu as des gens qui vont lâcher des milliers d'euros pour acheter plein de dédicaces, parce que c'est quelque chose qui existe depuis des années. Dont on l'a vu, alors pas la première année parce qu'on n'avait pas d'invités en dédicace payante sur le premier TGS, mais dès le deuxième TGS où on avait Dave Prose et je sais plus qui avec Dave Prose. Ernie Hudson. Ouais, peut-être Ernie Hudson, où on a eu énormément de commentaires quand on a posté les dédicaces, les commissions, ça coûtera ce prix-là, etc. Où les gens ne comprenaient pas. À des tarifs raisonnables en plus, les gens disaient c'est trop cher. Et Dave Frost, on était 30 ou 40% moins cher que les conventions qu'il avait fait à Londres un mois avant. Parce que c'est une chose qui n'existait pas forcément en France, qui n'existe pas beaucoup, même Japan Expo qui fait ce genre d'événement ne faisait pas venir ces invités-là. C'était que des petites conventions très intimistes. Et sur du grand public, de dire tu vas payer 30 euros pour une dédicace de ton invité, c'est quelque chose qui n'est pas connu en France, qui se fait pas. Et donc c'est compliqué de faire venir un gros invité avec une grosse garantie financière où tu vas effectivement faire déplacer une fanbase très réduite et où c'est très compliqué à l'amortir. Puisque quand on fait venir un invité, on ne part pas dans l'idée de gagner de l'argent dessus. C'est pas le but.
il a une garantie de 20, 30, 40 000 euros, tu sais que tu vas pas forcément le faire, mais tu veux pas non plus que ça te coûte le prix complet de la garantie. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ça fait partie de la d'attaquer communication, quoi. C'est un petit budget communication aussi, mais pas à 40 000 euros, c'est pas possible. Voilà, et c'est pour ça que c'est compliqué de faire venir des gros invités. Voilà. Merci. Moi j'avais plus une question sur les activités. Est-ce que vous avez pensé à faire des. Il y a toujours des conférences, des tables rondes, des questions-réponses, mais par exemple avec les comédiens de doublage, de faire vraiment un atelier, par exemple, on double une scène, on vous montre comment ça se passe. Si vous avez des idées de cet ordre-là de l'activité. Alors ça, on l'a fait, je crois que c'était pour Japan Natsu, l'année dernière, où on avait une bande rythmo avec les comédiens de doublage, où c'est parti, il y a des vidéos qui traînent sur net, c'est parti totalement en sucette, en gros n'importe quoi. C'est la vidéo, elle est mémorable. Après, oui, on y a pensé. C'est assez compliqué, parce que c'est assez compliqué de récupérer le média et la bande rythmo. Parce qu'en fait, ils utilisent des applis très spécifiques, hyper protégées, pour pas en fait, que les images, vu qu'elles sortent avant dans les cabines de doublage, pour pas que les gens récupèrent et que ça se retrouve sur le net 1 mois, 2 mois, 6 mois avant la sortie. C'est très compliqué d'avoir l'appli, d'avoir les bandes rythmo. On avait, je crois que c'était Brigitte qui avait réussi à nous avoir quelques fichiers. C'est très fun à faire et à voir faire. Oui, on y a pensé, on en a parlé justement de pouvoir le faire, mais c'est compliqué à organiser. Mais par contre, oui, c'est des choses qu'on aimerait faire. Sur du doublage, parce que je sais pas si tu as déjà essayé à faire, c'est hyper compliqué. Tu te rends compte que c'est vraiment voilà, un métier. Mais alors, même si tu te dis je pose pas ma voix, etc., juste à tenir le rythme, et où tu as la bande rythmo qui défile, tu sors 3 mots et c'est bon, tu en as 10 de retard. Donc c'est hyper intéressant à faire, c'est compliqué logistiquement, mais ouais, on va essayer de le faire. Et après, on a plein d'autres idées aussi. Le truc, c'est qu'en fait, là vraiment, on est sur. C'est hyper dur pour nous. C'est la première fois qu'on fait un événement dans un nouveau lieu, en extérieur. On ne connaissait pas du tout la salle, les contraintes techniques. Vraiment, là, pour vous dire, par exemple, Cyril qui est au fond là-bas, qui filme depuis 2 jours certaines conférences, l'idée, c'est qu'il m'a appelé, enfin, on fait ça sur un bout de papier la veille pour savoir comment ça se passe. On ne sait pas où on peut le placer, on ne savait pas où étaient toutes les prises, le débit, est-ce qu'on peut faire du live. On teste, quoi, en fait, on teste. Quand on connaîtra le lieu, comme on connaît maintenant Diagora, par exemple, parce que ça faisait des années, on le connaît même mieux qu'eux, des fois, le lieu. Après, c'est facile de dire, on va optimiser un truc, on va faire tel type d'activité dans telle salle, parce que ça s'y prête, voilà. Donc on essaiera de développer des nouvelles choses, on a des idées à la con, on en a, rassurez-vous. C'est des trucs de fou. Et généralement, ça se décide, si vous voulez le savoir, autour d'un repas avec un peu d'alcool, et on se dit, si on faisait ça, voilà. C'est comme ça qu'on avait fait une fête foraine à Diagora, par exemple. Ouais, ou qu'on a construit une porte des étoiles. On aurait mieux fait de s'abstenir cette fois-là. Oui, un feu d'artifice aussi. Ouais. Et du coup, les prochaines options, vous voulez rester sur le mois de septembre ou revenir sur le mois d'avril? Alors, la question est compliquée parce que avril, on a à peu près toujours eu de la chance niveau météo, sauf quelques fois, certains ne s'en rappelaient. Alors, c'était peut-être un mois et demi ou un spring break, je ne sais plus, où il pleuvait, c'était compliqué. La sortie pour faire le tour du bâtiment, c'était loin d'être agréable. Septembre, c'était plutôt une bonne date, on va voir. Après, l'idée, peut-être, pourquoi pas, de faire ce que nous discutait Seb tout à l'heure, l'événement en mars, vous verrez, autour de Harry Potter. Peut-être quelque chose plus tard dans l'année. On désespère pas de refaire un Japan Natsu, parce que Japan Natsu, ça nous plaît bien, et donc de refaire un Japan Natsu. On va voir comment on peut exploiter ce lieu. Après, on a d'autres idées, peut-être d'autres trucs. Enfin, hier soir, je regardais le bâtiment. Il y a vraiment un truc à faire, un vidéo mapping pour faire un spectacle un soir, ou un truc comme ça. Il y a des choses à faire. On va faire des choses ici. Mais franchement, j'ai plus de fil. Quand on micro, c'est pas grave. Crache devant. Non, mais je vais le nettoyer après. On va le nettoyer. On a des gens qui sont là exprès, c'est magnifique. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. De tout ce qu'on prévoyait de faire ici, des activités, est-ce que 2 fois par an? Oui, voilà. Vous verrez que on va multiplier des événements dans un même lieu, mais nous, l'idée, c'est de vous montrer que même avec le même lieu, on va pouvoir donner des cachets différents. Harry Potter, pour vous en dire 2 mots, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est de faire venir des acteurs. Voilà. Alors, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, non, on n'aura pas Radcliffe ou voilà, les gros noms. Voilà. On espère un jour peut-être. Voilà. Mais par contre, de vous les faire rencontrer d'une manière différente. C'est-à-dire que faire un truc avec des ateliers, des cours de magie, des choses vraiment où vous allez pouvoir faire des choses qui seront, on va pas faire
vraie magie, mais je veux dire en tout cas des choses qui vont vous, voilà, vous pousser dans cet univers-là et vous immerger dans l'univers-là, en vous rajoutant par exemple, c'est ce qui est prévu, dans l'autre salle, si vous regardez un petit peu, ben voilà, là elle est équipée avec des stands classiques. L'idée c'est d'en faire une salle de restauration avec un concert piano du Nicolite Orchestra Harry Potter, en présence des acteurs, avec des tables où il y aura toujours une place de libre parce que les acteurs tourneront et viendront à votre table pour partager le repas, pas tout le repas, hein, mais ils partageront 10 minutes, un quart d'heure en tournant avec vous. Donc c'est déjà ce genre d'expérience qu'on va essayer de mettre en place. Bien sûr, c'est des choses qui vont... Ça prendra peut-être pas tout le manoir, enfin on va voir, on est en train de travailler un peu là-dessus, mais l'idée c'est de vous amener vraiment des expériences totalement différentes, de vous dire Popcorn, ah oui c'est le salon où il y a ça, Wizards c'est Harry Potter, alors là ça sera Harry Potter mais il y aura d'autres choses. Des sites sur Facebook, tout ça pour avoir Oui, des sites, oui. On fera du cross-média de façon pour que tous les gens soient informés. L'idée c'est vraiment de faire plusieurs choses. Le festival comics aussi qu'on avait fait en collaboration avec Diagora, on doit prendre des décisions là, dans le mois de septembre, courant septembre, on a rendez-vous avec eux. De toute façon, en 2021, il y aura un événement comics. Il y aura un événement comics ici, alors, pas que comics parce que c'est trop restrictif, mais comics, BD, franco-belge, et faire d'autres activités autour surtout, pas juste de la dédicace. On peut vraiment essayer de faire des ateliers d'écriture, des speed dating. On avait fait des speed dating de la littérature à un moment pour la littérature fantastique. Ouais, il y a 2-3 ans. Ouais. Donc on peut faire ça. On peut imaginer. Par rapport à, pardon ? Oui, alors déjà c'est difficile, mais alors là avec le Covid, comme dirait Arben Bayraktaray, bonne chance. C'est ça en fait. Ils sont hyper flippés et ça peut vite glisser d'une minute à l'autre s'ils peuvent vous annuler ça hyper rapidement. Après, pourquoi pas ? On a déjà fait venir de temps en temps un mangaka, quand on était sur TGS, on a fait un mangaka, c'est pas quelque chose qu'on s'interdit. Mais il faut le travailler différemment pour pas que les gens... Il y en a partout maintenant des festivals, tout le temps, de pop culture. Si on fait tous la même chose pareil, je pense que vous en aurez marre de payer chaque fois 10 ou 15 balles ou 20 balles pour voir toujours les mêmes exposants, les mêmes invités, les mêmes activités et de rester. Là, le pari qu'on a fait, c'est de se dire, les gens vont venir au Manoir du Prince, ils vont découvrir autre chose. C'est-à-dire que ça va vraiment les dépayser, on n'est pas dans un hangar, on n'est pas fermé. Donc du coup, déjà, avec la crise du Covid, nous, c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir les autorisations. Hein. C'est parce qu'on leur a dit, ils nous ont dit, pas plus de 5000, on a dit, ça tombe bien, on fait 3000. Ah, très bien. Le masque, comment vous voulez faire pour tout le monde? Ah, très bien. On n'était pas obligés. Hein. D'ailleurs, moi, je tenais à remercier, je ne sais pas si ça pourrait le faire passer, mais tous les visiteurs. On a vu moi, j'en ai pas vu des gens sans masque. Si, qui s'arrêtent pour manger, boire ou fumer. Mais les gens respectent énormément les consignes. On n'était pas obligé de faire respecter les consignes. C'est nous qui avons décidé que. Mais ça a été hyper respecté. On voit qu'on a un public. Les gens du Manoir du Prince m'ont dit, nous on a fait des choses avec beaucoup moins de monde où les gens étaient irrespectueux, qui ont cassé du matériel. Mais dis-là, avec les gens qui ont mangé ici par exemple, il n'y avait pas un papier par terre. Enfin, c'était... Bon, les poubelles étaient pleines, mais on fait le tour, ils coursent, hein, et ils coursent pour les vider. Oui, mais c'est étonnant de pas avoir des poubelles comme ça à côté des stands de repas en fait. Oui, mais vous avez vu qu'elles sont fixées au sol, alors c'est un peu compliqué. Mais il a essayé de les démonter. Hein. Enfin, ouais, on m'a dit non. Voilà. Mais sinon, il y a des conteneurs. Ouais, mais après, le conteneur, si tu mets un conteneur dans les espaces verts, etc., là, c'est pas très beau, c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Et en plus des conteneurs, bah, on va critiquer peut-être un peu le Muretin, mais on leur a dit attention, on fait un événement ici, il va falloir faire quelque chose pour les poubelles parce que ça va être plein, ça va déborder, etc. Non, on ne fait pas de conteneur en plus, on fait pas, débrouillez-vous. On fait pas. Ok, merci. Du coup, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question. Si. Moi, je tiens à mettre, j'ai toujours un plaisir parce que je suis habituée, je viens chaque année. Merci. Le popcorn de Val Japanassus, c'est plus cocooning, c'est plus. Et c'est ça qu'on veut. Donc c'est appréciable par rapport au TGS qui est plus grand. Donc du coup, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des petits salons. C'est aussi appréciable pour nous côté organisateur, puisque voilà, moi le TGS, je le fais depuis la première année, j'étais exposant les 2 premières années. Je suis passé. Il a payé son stand aux premières années. Ouais, tu m'as fait raquer le stand la première année. Ouais. Bon, toi, je suis pas parti. Non, mais après, même nous, en tant qu'organisateur, le TGS, je sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui brûle, parce qu'ils m'appellent tous. Mais l'année où on fait 63 000 visiteurs au TGS, c'est un salon où j'ai vu le jour à 16h, le samedi. C'est pas ce qui s'est passé, on a le temps de voir personne, nous on le fait pas
que pour organiser, c'est pour le plaisir aussi de partager avec nos invités, de voir des choses, etc. Et faire un salon à 50 000 visiteurs, ça nous fait plus kiffer, on n'a plus envie de le faire. C'est, voilà, Brigitte, on la voit que 2 fois par an, Patrick pareil, d'autres invités. L'intérêt, c'est de pouvoir se poser un peu, discuter avec eux, déconner, etc. Quand tu fais un salon à 50 000 visiteurs, t'as plus le temps. Là, déjà, on est une équipe quasiment de 40 personnes. Quand on faisait des événements à 50 000 visiteurs, j'avais 100 personnes dans l'équipe de bénévoles. À l'époque, je m'occupais de l'équipe de bénévoles, de staff, etc. On avait plus de 100 personnes. Donc, déjà, tu les connais pas. Tu fais trimer des mecs que tu connais pas, etc. Et c'est pas forcément hyper intéressant. Là, on a un groupe beaucoup plus soudé, voilà, de gens où, par contre, on se voit toute l'année, on se voit pas que pour les événements. Et c'est plaisant de bosser avec ces gens-là aussi. Et on n'a pas envie de grossir, de faire des choses énormes parce qu'on veut profiter aussi. Il y a beaucoup de salons moi je connais beaucoup d'organisateurs de salons, de gros salons, ils essaient de chercher toujours le moyen de faire plus gros, grossir. Et en fait, moi je fais exactement l'inverse. Nous on va dans les petits salons. Parce que vous avez déjà fait le gros, vous avez vu que c'était bien aussi. Ah, mais moi je kiffe les petits salons. Je vais à Katoukine tous les ans, à Perpignan qui est un petit salon qui fait 1500 visiteurs sur 2 jours, à Karamanga à côté, c'est des copains. Il y a un état d'esprit, une atmosphère, quelque chose qui fait que c'est ça qu'on a envie de faire et d'apporter dans une convention un peu plus grosse, mais comme on disait à monsieur, de pas l'exploser. Parce qu'après, c'est le plaisir. Enfin, un jour, il faudrait qu'on rigole, qu'on leur montre un peu à quoi ressemblent nos fichiers de travail, mais quand vous voyez les fichiers qu'on avait avant, gérer 250 invités, c'est des chambres d'hôtel, des billets d'avion, de train, les changements, les transports. Les faire manger à midi, on peut pas faire manger, c'est pas l'usine quoi. En fait, on est obligé de gérer avec chacun. Voilà, donc il y a vraiment il y a plus de plaisir quoi. Là aujourd'hui, je crois qu'on a 17 invités qui sont 18 personnes, ouais. Qui viennent en train ou en avion. Après les autres viennent en voiture et c'est beaucoup plus humain et tout. C'est comme ça qu'hier soir, pour tout vous dire, on a dit on a fermé. On a dit on fait l'apéro, donc on a sorti les tables, on a mangé dehors avec eux, avec Brigitte Lecordier, Patrick Borg et tout ça, on est resté devant la scène jusqu'à 2h du matin. Mais parce qu'on a le temps, là on peut se permettre de le faire. Quoi. Voilà. On veut garder ça. Quoi. Ouais, après aussi je remets la casquette comptable un peu plus financier aussi. Il faut savoir qu'un événement situé à la taille de Diagora, à 15 000 personnes, au coût de Diagora, c'est pas rentable et c'est pas rentabilisable. Si on veut faire un événement rentable à Diagora, soit on rogne sur la part des invités, soit on met des boutiques partout, soit on fait payer 25 € l'entrée journée. Dans tous les cas, l'équation elle est hyper compliquée et Diagora, ou ces événements de cette taille-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il n'y en a quasiment plus en France, c'est soit plus gros, soit beaucoup plus gros, ce qui se fait à Bordeaux, les Japan Expo Sud, des choses comme ça, Eurofestival, soit beaucoup plus petit. Parce que tu es vraiment, la jauge 10, 20 000 personnes, elle est très compliquée à rentabiliser. Parce que tu arrives à un moment où il te faut une infrastructure quand même assez importante, parce que tu vas commencer à avoir beaucoup de monde, avoir beaucoup d'invités, etc. Et tu peux pas faire exploser le billet, les gens vont pas payer 25 € la journée. Tu as beau mettre du contenu, etc., faut se dire, ça les vaut pas. Et donc, tu es vraiment dans une capacité où tu n'as pas encore l'économie d'échelle que tu vas faire sur un événement à 50 000 personnes, où tu vas pouvoir rentabiliser des choses, le lisser sur le nombre de visiteurs. Tu peux pas le faire sur un salon à 20 000. Donc, on se préfère se faire des salons à 5 000 6 000. Oui, on arrive à gagner de l'argent pour vivre et pour produire d'autres salons et puis pour se payer aussi. Accessoirement, c'est pas mal. J'en profite pour vous dire, pour que vous ayez l'ordre d'idée, parce que là, vous n'avez pas de chiffres en tête. Imaginez juste que la location simple d'un bâtiment comme Diagora coûte à peu près 65 000 €. Juste la location, c'est-à-dire qu'on vous ouvre les portes. Pour le week-end. Pour l'installation, voilà, l'exploitation et le démontage. Et l'agent de sécurité, le SIAP, qui t'ouvre les portes et qui est là. Voilà, ils ouvrent juste les portes, ils vous donnent accès aux services de base qu'ils ont dans les salles. Après, il faut faire construire les stands, il faut faire tout le reste, la sécurité, enfin, tout ça, il faut le mettre en plus. Oui, ils t'ouvrent les portes, mais ils ne te mettent pas l'électricité sur les stands, par exemple. Tu la payes en plus. Voilà, un boîtier, par exemple, ça vaut 135 €, je crois. Un truc comme ça, 135 € pour un boîtier, une prise électrique. Hein. Moi, je vais faire ça, c'est mon nouveau métier, je pense. Je vais vendre des boîtiers à 135 € pour une prise de 220 comme vous avez chez vous, un truc. Voilà. Bon. Moi, je trouve ça déjà hallucinant. Mais vous voyez ce que ça coûte, juste ça, juste la salle. On n'a pas parlé de la com, pas des invités, pas de tout ça, on n'en a pas parlé. Le coût global de Popcorn au Manoir du Prince, c'est le même prix. Global. Tout compris. Donc, et avec ça, on n'est pas milliardaire. Hein. Je peux vous dire que on va arriver à
l'équilibre, on va gagner peut-être un petit peu d'argent, on n'est pas milliardaire. Donc imaginez bien que la rentabilité sur un bâtiment comme Diagora, c'est du stress. Hein. Je peux vous dire, quand vous ouvrez les portes, c'est du gros stress. Là, il n'y a pas beaucoup de gens en caisse physique, je ne sais pas si vous avez vu quand vous passez. Alors, c'est bizarre, les gens achètent en pré-vente, même 30 minutes avant d'arriver. On le voit nous, sur les statistiques du site, ils préfèrent passer en pré-vente. Mais du coup, ça ne nous pose pas de problème, parce qu'on n'a pas prévu des caisses énormes. Et on sait que... Et oui. Ouais, alors ça, c'est vraiment un test cette année pour nous, de se dire on laisse la prévente ouverte, on va voir comment se comportent les gens, est-ce que les gens vont aller aux caisses. Et oui, moi j'ai tiré les stats hier pour voir un peu, et on a un comportement un peu comme quand tu vas au cinéma. Tu vas au ciné, tiens, je suis dans la voiture, je prends ma place avant d'arriver au ciné. Là, c'est exactement ce qui se passait. J'ai des billets qui étaient achetés 20 minutes avant le passage en caisse. À 13h hier, on avait vendu plus de préventes que de caisses sur la journée. Ouais, c'est... Je pense que ça va, le fait de l'avoir laissé ouvert, ça... Après, l'avoir laissé ouvert, c'était aussi nous une façon de compter et de contrôler le nombre de personnes qu'on avait à l'intérieur. Et ce qu'on avait dit, de toute façon, on laisse les préventes ouvertes tant qu'on n'est pas à la capacité d'accueil. Donc, voilà, on ne vend pas plus de places qu'on nous a proposé. On nous a dit, si vous voulez faire plus de monde pour optimiser, il suffit de compter en entrée et en sortie, vous laissez que 3000 en permanence. Mais l'idée, c'était pas ça. Enfin, pour être responsable dans une période Covid, c'est pas de faire attendre 350 personnes ou 400 personnes dehors en attendant que ça ouvre. L'idée, c'est de dire non, on met 3000. Et donc, l'idée, c'était de dire, vous achetez votre billet, vous l'avez en pré-vente, nous, on vous garantit que vous rentrez. Voilà, on vous le garantit. En caisse, on ne peut pas le garantir si on vend à 7 billets. Par contre, à 3000, on stoppe. Qu'il y ait 3000 personnes au moins sur le site. Parce qu'on ne sait jamais. Il suffit que tout d'un coup, tout le monde se dise, ah, mais tiens, on va voir tous la conférence de machin. Parce que la conférence, ça fait 125 places, je crois, ou 115 places. C'est impossible. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver des équilibres pour que ça tienne. Voilà. C'est dire, parce que c'est plus agréable au petit salon aussi, parce que sur le gros salon, il y a trop d'invités des fois, donc on n'a pas le temps de tous les voir. Et des fois, on rush l'invité parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend derrière, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de discuter vraiment. Moi, je déteste ça, les salons où il y a vous arrivez, on dit regardez, on a tout prévu, il y a des files d'attente et vous passez votre journée entre des barrières mairies à attendre d'arriver vers l'invité qui a 500 personnes encore à faire repasser. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, il y a des salons qui le font très bien et il y a des gens qui aiment ça en fait. Hein, et moi, je le comprends tout à fait. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Ouais, c'est vrai que c'est agréable le fait de retrouver un salon qui est un peu plus la taille humaine. Je suis d'accord avec vous. Si je comprends bien le nouveau mythe, c'est bon encore. Oui, À Moselle. ouais, à Moselle, c'est ça. On oublie. on n'y sera jamais avec un popcorn ou quoi que ce soit. Alors je préfère dire avec un popcorn parce que on a des potes que vous connaissez qui font des festivals aussi. Échos et Merveilles par exemple, qui ont envie de faire un petit truc là-bas, ils peuvent nous demander de leur filer un coup de main. Donc vous nous verrez peut-être physiquement là-bas, mais par contre nous on organisera, je vous le garantis, on n'aura jamais de salon sur ce nouveau parc exposition parce que c'est pas du tout sur ce qu'on veut aller quoi. En fait, on va pas aller du tout sur ce type de truc là. Des grands bâtiments, des grands. Ça. Après, le parc il est très beau, mais il correspond pas à ce qu'on veut faire comme événement. Il est très modulable. Alors, il est modulable, oui, mais quand tu vois les plans, c'est un grand couloir. Alors, il est large, il est très long, il est modulable dans le sens où tu peux le couper sur la largeur pour faire différents espaces, etc. Mais ça reste quelque chose de relativement impersonnel, tu n'auras jamais le cachet que tu as ici. C'est un peu comme si vous aimiez vous promener, faire 2 km tous les jours en voiture et que vous avez une Ferrari. C'est pas forcément... Voilà. Je préfère avoir une petite Smart, tranquille, que d'avoir une Ferrari, ça suffit amplement pour le faire et il y a moins de risques, voilà, il y a moins de... On est plus serein, voilà. Mais après, le nouveau parc, il va être très bien pour des événements à grande échelle. Mais après, même sur un événement à 5000 personnes, tu ne te poses même pas la question d'aller le faire là-bas. C'est pas intéressant. Après, pour les visiteurs, alors bon, là ça a été compliqué. Autant vous dire, les places de parking ici... Jusqu'à 17h vendredi, on ne savait pas où est-ce qu'on vous faisait vous garer. Le champ à côté, on l'a eu à 17h vendredi ou un truc comme ça. Le mythe, vous allez payer 10 balles la journée pour le parking. Il n'y a pas de parking gratuit.
Donc, c'est que des choses comme ça. C'est comme si vous allez à la Japan Expo, vous allez à Villepinte, le parking, déjà vous faites saigner dès le parking, vous n'êtes pas rentré, vous avez déjà claqué sur 15 balles pour le parking. Et donc, on n'ira pas dans des lieux comme ça parce que ça ne va pas avec l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, justement. Alors allez-y. Je voulais juste dire une chose. Au départ, j'étais pas vraiment chaud pour venir. J'avais déjà pris mon billet, mais j'étais pas vraiment chaud pour venir. Et j'étais prêt à ne pas venir et à ne pas me faire rembourser. Parce que j'aime bien ce que vous faites, donc je voulais quand même vous soutenir. Et je suis venu plus par curiosité. Et votre ressenti sur la première journée? Non, c'est bien. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous lire, hein, on entend tout nous, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est bien, à part quelques petits trucs à voir. Mais Il ne faudra pas hésiter à nous faire un retour. C'est bien. Le parking, ça peut être un souci si jamais il se met à pleuvoir rien qu'une fois et que le champ là-bas il Ouais, Alors, le on parking, va vous raconter l'histoire du parking. on peut faire un livre sur le parking. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Quand on est venu ici au manoir, on a visité avec Jean-François Renac et tout, il nous a dit, de toute façon, c'est vrai qu'à la base c'est des parkings, parce que là où il y a des stands partout, c'est des parkings normalement à l'intérieur des manoirs. Et on a dit, nous, on va l'utiliser pour mettre des stands, donc on ne pourra plus. On a dit, mais c'est pas grave, on va garder un parking au fond pour mettre les exposants. Et il nous a dit, mais nous, on aura un accord avec Franck Hazal, c'est pour ça qu'on avait communiqué au départ en disant Franck Hazal, pour se garer. Alors moi j'avais l'impression que c'était un parking de 3000 places, et en fait on a été compté, et en fait c'était 100 places. Donc, et 100 places réparties sur 5 ou 6 endroits différents, donc tu mettais 10 voitures à un endroit. C'était un peu ça quoi. Et du coup, on leur a demandé d'ouvrir une seconde zone de parking, parce qu'il y a des barrières après qui peuvent s'ouvrir et avoir accès à d'autres zones. Et ça a été très très difficile d'arriver jusqu'aux bonnes personnes pour avoir le feu vert, et finalement, quand on est arrivé à la bonne personne, c'était 4 jours avant le salon, on nous a dit non, on ne pourra pas parce qu'il y a des contraintes vraiment spécifiques avec la base qui sont très compliquées à avoir. Donc du coup, on a un membre du staff, on a Esdine, je crois qu'il n'est pas là, il est reparti, qui a dit attends, on va trouver un truc. Il a fait le tour de tous les propriétaires des terrains autour. On a trouvé un premier terrain qui était sympa, qui était un petit peu plus loin. Et il fallait mettre une navette, donc on a contacté un négoti pour les bus, on leur a dit on va mettre une navette, on va dire aux gens qui peuvent se garer là, et on a fait une navette gratuite entre le parking et le salon. Sauf que au final, le propriétaire du terrain nous a dit aucun souci, on vous le met à disposition gratuitement, mais il y a une petite partie pour entrer sur le terrain qui est un chemin privé, et la propriétaire a dit hors de question. Donc, plus de parking. On a demandé au terrain d'à côté, qui est celui qui est derrière là-bas, qui appartient en fait à la ville de Clignot, avec un propriétaire et tout, c'est hyper compliqué, impossible, le mec n'a jamais un nom, c'est non. Notre dernière chance, c'était le fameux terrain de parking qui est là-bas, et le type, super, voilà, Estine a réussi à rencontrer le propriétaire, il nous a dit, ben, on va vous dépanner, on ne va pas vous laisser comme ça. Alors vous l'auriez vu il y a 3 jours, c'était la forêt vierge. La forêt vierge. Ah, il y avait... Comme ça, des ronces, de tout partout. Et en fait, le propriétaire a dit, on vous le met à disposition. Après, vous l'arrangez comme il faut pour que... On a dit combien ça va nous coûter. On a dit, oulala, une bouteille de champagne. Ça va, parce que là on s'en sort. Et Esdine toujours, pourquoi vous voyez, nos bénévoles, c'est vraiment des gens qui sont impliqués, c'est pas juste des numéros avec... Et puis il a dit, attends, moi j'ai un copain, il a ce qu'il faut, il a un tracteur et tout qu'il faut, il va venir faire ça. Et le type, il est venu, voilà, il est venu nous faire tout le parking en une après-midi, il a tout rasé pour le mettre à plat. Et c'est pour ça que fièrement, vendredi soir à 20h, on a pu poster un truc en disant, on a un parking au fait, hein, vous inquiétez pas. Voilà. D'ailleurs, c'est Amandine qui, au fond, qui avait mis le plan en ligne parce que j'avais pas le temps, parce qu'on s'est dit, on n'aura jamais le truc. Elle avait oublié de mettre la flèche pour l'entrée, donc c'est moi qui l'ai fait le soir à 1h du matin, et la flèche pour dire qu'il y avait l'entrée là. Et voilà l'histoire du parking de cette année. Mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer l'année prochaine, par exemple. On ne sait pas. Oui, si on a de la chance, sur Franck Hazal, si on l'exploite comme il faut, on a un parking où on peut mettre 5 ou 600 voitures. Maintenant qu'on a le contact, qui nous a dit non cette fois-ci, mais bon, parce qu'on était vraiment trop court en timing, où ils avaient des choses entreposées dessus, etc., on arrivera peut-être à mettre 5 ou 600 personnes sur Franck Hazal. Peut-être. Après, ça peut évoluer sur 6 mois. Franck Hazal, ils l'exploitent, ils font plein de choses, donc il suffit que voilà, ils y aient mis des avions dessus, ils y aient mis autre chose, ils aient un chantier. Là, en fait, ils avaient un chantier, ils avaient des installations de chantier posées sur une partie du parking, donc ils ne voulaient pas qu'on se gare à côté, etc. Ça se comprend, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et même le parking, même pour les exposants, mais on en a rogné dessus, etc. Et quand on a compté les places, on s'est dit bon, ça va être compliqué juste de garer les exposants. Parce qu'il faut savoir que le manoir,
on a mangé peu à peu sur le parking. Au départ, on ne pensait pas où vous avez tout le laser street, etc. Au départ, on n'y avait rien mis. Puis plus ça grossissait, puis il y avait l'explosion qui arrivait, mais plus on mangeait sur le parking, quoi. Laser Street nous a dit, on l'a annoncé très tardivement, parce qu'en fait, il ne pouvait pas venir à cette date-là. Et comme il y a beaucoup de trucs qui se sont annulés, finalement, il nous appelle, il nous fait « Ah, j'aimerais bien venir. » Du coup, on a dit « On va voir si ça passe. » Et ça passe, on l'a mis. En fait, c'est comme ça, on a dépanné en fait, au fur et à mesure, mais on s'est bouffé toute la place, quoi, en fait. Mais nous, on nous demande, on dit oui, et puis après on dit « Oh merde !» Voilà, c'est ça, en fait, le truc. Hein. Non, après, il m'appelle et il dit « En fait, j'ai un stand de 54 mètres carrés en plus, on le met où ?» 10 par 10, il fait 100 mètres carrés. Après, on aura plein d'anecdotes à voir. On va pouvoir écrire des livres, je peux vous dire, si la première édition, l'électricité, tout ça, enfin, c'est un truc de fou. Mais je pense qu'on va se faire virer parce qu'il est 11h, non? On finit en voilà, heure, c'est ça? Voilà. N'hésitez pas, si vous nous croisez, vous voulez nous poser des questions, vous nous arrêtez dehors, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Et on va leur laisser parce qu'il faut qu'ils nettoient toutes les chaises maintenant. Voilà, pour la conférence. Merci.